Merci Phil, on vous retrouve demain avec le même plaisir. 18h à Paris, c'est en effet l'heure du grand débat. 3, 2, 1. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Si vous souhaitez intervenir dans l'émission, faites-nous part de vos commentaires sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, le temps des incertitudes au Congo-Brazzaville. La fin de l'année 2014 avait été marquée, on s'en souvient, au Congo, par la décision du Parti congolais du travail de soutenir le processus menant à un changement de la Constitution. Cette prise de position du parti présidentiel semblait trancher un débat initié depuis plusieurs mois par le pouvoir et dont l'objectif était de créer les conditions d'une nouvelle candidature du président Denis Sassou Nguesso lors de la prochaine présidentielle en 2016, contrairement à ce que prescrit l'actuelle Constitution. Alors que l'opinion s'interroge sur les futurs développements de ce scénario et sur une hypothétique riposte de l'opposition, un événement inattendu s'est produit le 20 janvier dernier. Une lettre ouverte rédigée par l'ancien ministre de la Défense, Charles Zakari Boao, et adressée au président Sassou Nguesso. Une lettre dans laquelle, argument à l'appui, il exprime son opposition à un changement de la Constitution, estimant qu'une telle initiative politique, je le cite, qui se concentre sur le maintien au pouvoir du président de la République au-delà de 2016 constituerait une faute stratégique. Détails et explications dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Vous trouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Bienvenue à nos amis sur la toile aux quatre coins du monde. Merci à tous les nouveaux amis, nos co-débatteurs, les co-débatteurs du grand débat sur facebook.com/le grand débat. Tout de suite, sans plus tarder, le débat du jour. Africa numéro 1, le grand débat. Précisément l'entretien du jour, le temps des incertitudes au Congo-Brazzaville, alors que l'on s'interroge sur les futurs développements du scénario politique visant à créer les conditions d'un maintien au pouvoir au-delà de 2016 de l'actuel chef de l'État congolais. Une voix autorisée s'invite dans le débat et crée l'événement à travers une lettre ouverte intitulée « Je récuse ». Zakari Boao, membre du Parti congolais du travail et ancien ministre de la Défense, prend position et met en garde contre les conséquences d'une modification opportuniste de la loi fondamentale congolaise. Charles Zakari Boao est notre invité pour le premier entretien qu'il a accepté d'accorder à une radio depuis son départ du gouvernement. Charles Zakari Boao, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. C'est bien le premier entretien de radio, je crois. Oui. Il y en a eu d'autres à l'époque, mais depuis, voilà. Bon, c'est presque une exclusivité pour nous. C'est ça. Tout à fait. Alors, Charles Zakari Boao, ancien ministre de la Défense, délégué à la Défense du Congo-Brazzaville, ancien ministre chargé de la coopération, de l'action humanitaire et de la solidarité, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, c'est le PCT au pouvoir. Vous êtes professeur titulaire de philosophie, professeur des universités, vous êtes également essayiste. Alors d'abord, Charles Zakari Boao, comment allez-vous? Je vous pose la question parce que les Congolais s'interrogent beaucoup sur votre nouvelle vie depuis votre départ du gouvernement, suite à l'explosion, on s'en souvient, d'un dépôt de munitions dans le quartier de Mpila à Brazzaville en 2012. Vous étiez alors ministre de la Défense. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis? Merci beaucoup, je me porte bien. Dieu merci. Et qu'est-ce que je suis devenu? Je continue à faire de la recherche et de l'enseignement, ce que je n'ai jamais interrompu malgré les lourdes tâches de l'État que j'avais. Donc, on ne peut pas dire que je suis reparti à l'université puisque je n'avais jamais quitté. Je continue à animer donc la formation doctorale de philosophie à l'université Marien Ngouabi. J'entreprends des missions d'enseignement à l'extérieur. J'ai été au Togo l'année dernière et au Bénin où j'ai présidé des jurys de thèse. J'ai été à Dakar en novembre dernier pour une conférence. Et là, je suis en France en train de travailler avec mes éditeurs et dans le cadre du séminaire Lacto que j'anime et qui implique une dizaine d'universités avec l'université de Lille 3, nous travaillons à la publication d'un ouvrage sur les questions de logique, argumentation et cognition dans les traditions orales. Un a déjà été publié, là nous sommes sur le deuxième. Vous avez repris en quelque sorte une activité pleinement civile. Tout à fait. Oui. Je suis véritablement impliqué dans ma recherche et dans mes enseignements. Mais en même temps, je continue à réfléchir
La preuve, c'est que à haute et intelligible voix sur les questions de mon pays. Voilà. Alors, revenons quand même, restons un instant quand même sur votre départ de gouvernement. Dans une interview accordée à nos confrères d'Africasie, c'était début mars, vous avez déclaré ceci, je vous cite, on a cherché à faire de moi, non pas un fusible, ce que j'aurais bien compris, mais un bouc émissaire. Et cela, je ne pouvais l'accepter. Je me suis publiquement défendu. Je ne pouvais pas laisser faire un complot qui pouvait avoir raison de ma vie. J'ai été inculpé à tort dans cette triste affaire, donc l'affaire des explosions de Mpila. Heureusement, la Cour suprême m'a mis hors de cause. Fin de citation. Alors, est-ce que vous pensez que le procès qui a abouti à la condamnation d'une vingtaine de personnes a permis, je dirais, de faire la lumière pleinement sur cette affaire? Bon, le procès a eu lieu. Je m'attendais à être convoqué comme témoin, étant donné les responsabilités que j'ai assumées. Ça n'a pas été le cas. Ça veut dire simplement que, en tenant compte du dossier en lui-même, je n'avais pas une responsabilité personnelle dans ce qui s'est passé. Il y a certainement une responsabilité collective, collégiale du gouvernement. Et dans ce cadre-là, j'assume ma part de responsabilité en disant que nous étions au courant des conditions dans lesquelles les munitions se conservaient. Nous savions qu'il y avait des problèmes. Certainement, ce que nous avons pu entreprendre comme politique et qui est connu n'a pas été à la hauteur ou à la mesure de la situation sur le terrain. Au double plan opérationnel et, j'allais dire, sécuritaire. Il y a eu donc ces explosions. Est-ce un accident? Est-ce un attentat? Dans les deux cas, la responsabilité du gouvernement est engagée et il revenait au chef du gouvernement et à ses collaborateurs de l'assumer courageusement. Maintenant, il y a eu un procès. Et des condamnations. Il y a eu des condamnations. Je m'abstiendrai de donner un point de vue sur cela. Je constate simplement que c'est la thèse de l'attentat qui a pris le dessus selon les conclusions du procès. C'est cela. Autrement dit, un caporal-chef, CACOM, je crois c'est comme ça qu'il s'appelle, a été reconnu comme cerveau penseur et comme exécutant de cette affaire. La justice a parlé d'un incendie volontaire, c'est-à-dire que quelqu'un a voulu. C'est un attentat. Cela signifie que du point de vue des conditions sécuritaires, il y a eu défaillance. Du point de vue du renseignement, on n'a pas pu endiguer une telle perspective si elle est vraie. Maintenant, en tant que cadre et en tant que ministre, je m'interroge quand même. Comment peut-il se faire que dans ce pays, qui est le mien, un caporal-chef peut être concepteur et exécutant d'un attentat? Et il a avec lui la complicité des officiers supérieurs, y compris ceux qui ont occupé dans le dispositif sécuritaire des fonctions suffisamment sensibles. Ça, c'est une réflexion que je suis en train d'entreprendre. Il y a un décalage, cela dit, entre le verdict et cette accusation qui est extrêmement grave. Parce que si la thèse de l'attentat, évidemment, était avérée, la condamnation était finalement 5 ans de travaux forcés avec sursis. Je ne porterai pas de jugement sur la justice sur les décisions judiciaires qui ont été prises. Je réfléchis simplement en tant que cadre pour m'interroger et je me dis, il y a certainement des choses qui ne vont pas. Vous êtes perplexe. Il y en a qui ont été condamnés fermement, c'est le cas de ce caporal-chef. Mais je m'interroge, je dis, comment un caporal-chef peut-il avoir été le cerveau penseur d'un attentat et il a avec lui comme complice des officiers supérieurs? Il y a certainement des choses à comprendre un jour et des leçons à tirer. Mais je poursuis ma réflexion. D'ailleurs, vous avez déclaré que, je vous cite, je dirai un jour ma part de vérité sur cette tragédie. Alors, cette part de vérité qui est la vôtre, Charles Zacharie Boireau, les victimes l'attendent avec impatience. Qu'en la direz-vous? Quand j'aurai réuni ce que je pense être l'ensemble des éléments d'analyse qui me permettent de donner un point de vue suffisamment responsable. Ça veut dire donc que tout n'est pas encore dit sur cette affaire de Mpila. En ce qui me concerne, je continue à réfléchir.
Alors, parlons de cette lettre ouverte que vous avez adressée au chef de l'État congolais. Alors, vous avez envoyé cette lettre le 20 janvier dernier. La date n'a pas été choisie par hasard parce que c'est la date anniversaire de l'adoption de la Constitution du 20 janvier 2002. Tout à fait. Tout à fait. C'était une manière de prendre date par rapport à votre geste? Oui, j'aime bien les symboles. Et je dis pour ceux qui nous suivent que j'ai été membre de la commission constitutionnelle qui a produit l'avant-projet de la Constitution du 20 janvier. Mieux, j'étais secrétaire général adjoint du gouvernement et il m'a été fait confiance par le chef du gouvernement pour assurer le secrétariat technique qui a pu mettre en définitive le projet qui a été débattu dans les conditions que l'on sait. Il y a eu tout un dialogue décentralisé, il y a eu une convention précédée quelques mois après la guerre, disons, d'un forum national. Donc, tout ce processus de consultation, de discussion, je pense qu'en tant que cadre, j'ai été mis en confiance, j'ai été impliqué. Et donc, je ne peux pas me dérober. J'ai donc pris sur moi la responsabilité au bureau politique et dans l'opinion nationale et internationale d'expliquer un tout petit peu le contexte dans lequel nous avons travaillé. Et je me disais avec ce qui venait de se passer au Burkina et ce qui s'était passé avant au Niger, qu'il y avait certainement lieu d'interpeller le président de la République après la réunion du bureau politique et du comité central fin décembre. Pointer à l'horizon la date du 20 janvier, je ne pouvais pas mieux trouver pour interpeller le président de la République. Pas le chef du parti, mais le président de la République. On va décrypter cette lettre, évidemment. Mais juste avant de marquer une pause, je vais revenir un instant sur cette affaire des incendies de Mpila, des explosions de Mpila. Est-ce que vous avez un regret quand même? Est-ce que vous regrettez, je dirais, certains mots que vous auriez émis à l'époque au moment des explosions? Parce qu'on vous reproche, par exemple, d'avoir fait des déclarations trop hâtives, trop rapides, notamment d'avoir invité dans les heures qui ont suivi les habitants de Mpila à rentrer chez eux, à être calmes, alors même qu'il n'y avait plus de maison, quoi. Je vous dirais simplement deux choses. Je continue jusqu'aujourd'hui à souffrir de cette affaire. Il y a quand même eu des morts, il y a quand même eu des dégâts matériels importants, il y a eu des blessés. Certains compatriotes continuent aussi à en souffrir. Et donc, je ne peux que partager et avoir de la compassion. Encore une fois, chaque fois qu'on en parle, je pense à ceux qui ont perdu leur vie. Parce qu'on ne pourra plus les refabriquer. C'est pas possible. Cela dit, je pense avoir fait mon travail comme il se doit. Il y a eu deux moments dans cette affaire. Le premier moment, c'est très tôt au petit matin, quand autour de 6h, entre 6h et 7h, il y a eu ces explosions. Et ensuite, il y a eu accalmie. Lorsqu'il y a eu accalmie, nous avons fait le point autour du président de la République sur ce qu'il fallait faire. Pendant que nous faisions le point, nous avions des experts sur le terrain. Et il fallait immédiatement informer le pays et le monde de ce qu'il ne se passait pas à Brazzaville un coup d'État. Que ce n'était pas une rébellion, mais qu'il s'agissait véritablement d'une explosion, d'une soute de munitions. On marque une pause, Charles Zakari Boao, pour la publicité. C'est le chronomètre qui me l'impose. On revient pour poursuivre cet entretien après la pub. Donc, je rappelle, nous sommes accompagnés de Charles Zakari Boao, ancien ministre de la Défense du Congo-Brazzaville, et avec lequel nous faisons le point sur la situation au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville qui vit en ce moment des temps d'incertitude. Restez avec nous. À tout de suite. Africa numéro 1, le grand débat. Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Avec notre invité Charles Zakari Boao, ancien ministre de la Défense du Congo-Brazzaville. Il est notre invité jusqu'à 19h dans ce grand débat. Alors, voilà. Vous avez été interrompu juste avant la pub. Vous avez donc fait le point autour du président de la République, d'abord le ministre de l'Intérieur et moi. Et dire qu'il n'y a pas un coup d'État.
première chose, il fallait informer l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a pas coup d'État. Il n'y a pas rébellion. Mais qu'il y a eu explosion. Et que, vraisemblablement, cette explosion, nous l'avons considérée comme un accident, selon les premières indications de nos experts. Et c'est sur cette base que nous sommes allés informer la population, à la radio et à la télévision. J'avais à ma gauche le ministre de l'Intérieur. Donc, nous avions ensemble mis en place cette stratégie, pour ainsi dire, de communication. Nous avons donc donné l'information. Et avant même que nous n'entrions dans la cabine, nous avons essayé de joindre les hôpitaux pour savoir quelle était la situation en ce qui concerne les blessés, les morts. C'était difficile parce que les communications étaient difficiles. Mais nous avons pu avoir quelques responsables aussi bien du CHU que de l'hôpital militaire qui nous ont dit qu'au moment où nous parlions, on n'avait pas encore enregistré de morts. Il y avait des blessés, certains très graves, d'autres moins, mais qu'on attendait. Ensuite, qu'il y avait, et ça c'était les informations toutes fraîches que nous avions, des dégâts matériels importants selon les cas. Bien. C'est sur cette base que nous avons donné cette information. Bien. Nous ne pouvions pas dire cela de manière tranchée. D'accord. Nous avons dit cela au conditionnel. Mais est-ce que vous-même, vous pensez... Attendez. Et nous avons même dit qu'au moment où nous parlions, sur le terrain, nous avons nos experts qui travaillent. S'il y a du nouveau, s'il y a des corrections, nous les apporterons au fur et à mesure. Et sur cette base, oui, nous avons demandé aux populations de ne pas courir dans tous les sens, surtout de ne pas laisser l'occasion aux bandits de récupérer la situation. Est-ce que, maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que vous disposiez à ce moment-là des éléments nécessaires pour faire cette communication? Est-ce que vous pensez qu'on vous avait tout dit? Non. Moi, je pense que les premiers éléments qui avaient été mis à ma disposition par les experts l'étaient au conditionnel. Et c'est pour ça que je l'ai dit au conditionnel. Maintenant, lorsque nous sommes sortis de là, en repartant pour aller rendre compte au président pour voir comment il fallait gérer la situation par la suite, c'est là qu'il y a eu la deuxième, la plus foudroyante série d'explosions. Nous étions déjà sortis de la radio et de la télévision. En pleine route, nous avons dû être bousculés nous-mêmes dans les véhicules par cette deuxième série d'explosions qui a duré plus que la première et a été plus mortelle. À ce moment-là, notre conviction était faite que la situation avait dépassé ce que nous avions prévu. Nous sommes revenus vers le président, nous avons refait le point et mis en place immédiatement un comité pour gérer cette situation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ma communication était décalée par rapport à la suite des événements. Il se trouve malheureusement qu'en pareille circonstance, même lorsqu'on pleure des morts, il y en a qui trouvent que c'est l'occasion de faire un battage médiatique et de faire de la politique politicienne. Cette communication a continué à être diffusée en boucle jusqu'à 15h à la télévision et jusqu'à 19h à la radio. Oui. Comment voulez-vous qu'un homme qui a perdu un enfant suive un ministre de la Défense dire « oui, à ce stade, il n'y a pas de mort » alors qu'il est en train de pleurer son enfant? Très bien. Ça a donné ce que ça a donné comme écho. Ma place n'était plus de ce côté-là. Une fois que nous avions fini, ma place, c'était là où il y avait le feu pour aller travailler avec les autres pour éteindre le feu. Ma place n'était plus du côté de la radio et de la télévision. Mais il y a eu donc ce battage médiatique, il y a eu ce matraquage que nous avons fini par comprendre par la suite. Je me suis dit, bon, enterrons les morts, laissons le temps au temps. Ce n'est pas au moment où il y a des morts entre les bras qu'il faut se livrer à des explications à gauche, à des explications à droite. Je me suis remis à la disposition du président de la République et je pense avoir accompagné la situation jusqu'au moment où on a pu s'en sortir grâce à la solidarité
aussi des pays africains qui nous ont soutenus dans la gestion à la fois humanitaire et militaire, sécuritaire de cette situation. Donc voilà. Bon, Très bien. Charles Zakari Boao, alors revenons à cette lettre que vous avez envoyée donc au chef de l'État congolais le 20 janvier dernier. Vous rappelez dans cette lettre qu'il n'y a pas de crise institutionnelle au Congo, que la paix est désormais acquise, même s'il faut la consolider, écrivez-vous. Mais vous faites aussi le constat de toutes les insuffisances structurelles qui suscitent de nombreuses attentes au sein de la population. Vous indiquez que, alors je vous cite, d'un scrutin à l'autre, le taux de participation va décrescendo, ce qui témoigne du scepticisme et du désenchantement des populations à l'égard de la chose politique. Fin de citation. Et vous vous interrogez, voilà, je vous cite également, et si ce scepticisme et ce désenchantement n'étaient que le calme qui précède la tempête. Alors, ma question est celle-ci, Charles Zakari Boao. Est-ce que vous ressentiez déjà toutes ces inquiétudes lorsque vous étiez membre du gouvernement? Bien sûr, bien sûr. Bon, je précise une première chose. La première partie de la lettre, là où je fais le constat, c'est le constat fait par le bureau politique. D'accord. Et que je partage entièrement. Maintenant, en tant que membre du gouvernement à l'époque, oui, nous avions des mécanismes où nous faisions le point de chacune de ces situations et dégageant à l'orientation du président des mesures pour tenter de corriger ceci, pour tenter de corriger cela. Oui, on voyait venir. On voyait venir. Alors surtout en ce qui concerne le taux de participation aux différentes élections, on voyait venir. Maintenant, pour le reste des problèmes, on n'a pas besoin de mener des enquêtes. Non, je veux dire que ce n'est pas un constat que vous faites, je veux dire, a posteriori. C'est un constat que vous faisiez déjà quand vous étiez ministre. Quand vous étiez... Ce constat avait commencé de tout temps à être fait. Que malgré ses efforts, il suffit de se référer au discours du président. Lorsqu'il fait le point chaque août dans son message à la nation, il ne s'empêchait pas de dire les avancées et les faiblesses, y compris en matière de gouvernance. Donc ce constat, c'est un constat du bureau politique et que je partage entièrement. Le temps des incertitudes au Congo-Brazzaville, c'est notre débat du jour, notre entretien du jour avec un invité exceptionnel, Charles Zakari Boao, ancien ministre de la Défense du Congo-Brazzaville, ancien ministre chargé de la coopération, de l'action humanitaire et de la solidarité. Il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, parti au pouvoir au Congo, professeur titulaire de philosophie, professeur des universités. Il est également essayiste. Vous pouvez trouver évidemment sur Internet sa biographie complète. On va marquer une pause à nouveau. Retour dans 2 minutes pour la suite. Donc après la pub, ne partez pas. À tout de suite. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le temps des incertitudes au Congo-Brazzaville avec notre invité spécial, Charles Zakari Boao, ancien ministre de la Défense du Congo-Brazzaville. Nous parlons de cette lettre que vous avez envoyée au chef, que vous avez adressée au chef de l'État, lettre ouverte, donc lettre publique forcément, intitulée « Je récuse ». Alors dans cette lettre, Charles Zakari Boao, vous évoquez le poids des entourages du chef de l'État dans la prise de décision. Vous rappelez que l'hypocrisie est parfois la chose la mieux partagée. L'entourage, vous opposez l'hypocrisie à la franchise dans votre lettre. Est-ce que vous-même avez toujours exprimé le fond de votre pensée au chef de l'État lorsque vous étiez ministre auprès de lui? J'ai été secrétaire général adjoint du gouvernement puis ministre. Je ne me souviens pas d'une occasion où il m'a été donné l'occasion de dire ce que je pense et que j'ai pu dire le contraire. J'ai toujours dit ce que je pense, en estimant que mon devoir est aussi de bien penser ce que je dis. Maintenant, je peux me tromper d'analyse, mais j'ai toujours dit ce que je pense. Et si vous lisez aussi bien mon ouvrage sur la refondation que mon ouvrage sur la tolérance, vous ne serez pas surpris de ce que je dis aujourd'hui parce que je suis resté constant. Alors, vous vous opposez, dans la lettre, évidemment, vous opposez clairement à une éventuelle modification de la Constitution au Congo-Brazzaville. Vous interrogez sur l'opportunité même du fameux débat qui a été donc initié. Alors, c'est bon de vous citer. Oui. Non, je précise que je ne m'oppose pas à la modification de la Constitution. Vous opposez modifier à la une constitution si c'est orienté dans le respect des règles prévues par cette Constitution pour sa révision ne me pose aucun problème. Ce que je récuse par contre, c'est le fait de vouloir changer de constitution en prétextant que dans la constitution actuelle,
nous avons mis des dispositions qui seraient dépassées par le temps. Et je veux qu'on me prouve quelle est cette disposition dans cette constitution qui ne correspond pas aux évolutions C'est vrai que c'est actuelles. le changement, en fait, dont on parle, puisqu'il s'agit de changer de régime. Il s'agit de changer de constitution. Il ne s'agit même pas de changer simplement de régime. Parce que si l'on voulait changer de régime, passer par exemple du régime présidentiel à la congolaise actuelle pour revenir au régime semi-présidentiel, la constitution actuelle ne l'interdit pas. C'est ouvert, c'est possible. Il suffirait dans ce cas-là que l'on engage une procédure de révision. Alors, vous critiquez Donc, le fait que cette disposition soit donc engagée dans le seul but d'assurer le maintien au pouvoir après 2016 du président Denis Sassou Nguesso. Ça, vous l'écrivez clairement. Je l'écris parce que c'est un fait. Tous ceux qui ont lancé ce débat, y compris une autre personnalité comme le président de l'Assemblée, ce n'était pas dans une chambre, ce n'était pas dans un salon. C'était publiquement fait. On a pris la parole au cours des rencontres dites citoyennes ou militantes, mais je pense plus militantes que citoyennes, pour dire, Monsieur le Président, écoutez, vous terminez en 2016, nous pensons qu'on doit changer la Constitution, puisque l'actuelle ne vous donne pas l'occasion de briguer à nouveau un mandat. Voilà l'origine de l'escroquerie. Alors, vous écrivez, les camarades du PCT, du bureau politique du PCT, pensent, mais sans vraiment y croire, qu'il faut aller au changement de constitution à travers un dialogue avec les autres. Dialogue d'autant plus hypothétique que l'on a du mal à en comprendre les contours conceptuels, méthodologiques et organisationnels. Et pour ces camarades, le président doit rester au pouvoir par l'entremise d'un coup de force tempéré par un référendum dont l'issue semble connue d'avance. Fin de citation. Vous parlez d'un coup de force carrément. Mais bien sûr, je n'ai fait que restituer le débat tel que nous l'avons eu en bureau politique. Comment les amis et les camarades se sont défendus. C'est de cette façon-là qu'on a parlé. C'est ça. Et moi, je me suis opposé à cette façon de raisonner, comme je le développe exactement dans la lettre, en acculant surtout justement l'hypocrisie de certains cadres, parce que nombreux sont ceux qui, au cours de la réunion du bureau politique, viennent dire « Non, il faut laisser les choses se faire comme ça ». Et lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ils sont d'accord. Ils disent « Monsieur le professeur, vous avez raison ». Voilà l'hypocrisie. Et pourtant, des ils vous cadres. critiquent beaucoup, parce que dans votre camp, voilà, on dit par exemple, alors, c'est vous-même qui le dites d'ailleurs dans cette lettre, Oui. vous écrivez, mes prises de position me valent d'être qualifié de revanchard, de traître, d'ingrat, d'opposant interne et minoritaire. À tort, dites-vous, certains camarades et des journalistes au service de la bonne cause se distinguent dans cette affabulation fébrile. Ma question est celle-ci, Charles Zachary Boao. Oui. Est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui un opposant interne au PCT? Je ne suis pas un opposant interne au PCT, ça n'existe pas. Je suis un membre du bureau politique qui est opposé à une démarche précise. Est-ce que cette position est minoritaire ou pas? Aujourd'hui, il est prouvé que c'est une position largement majoritaire au sein du parti et largement majoritaire dans l'opinion nationale. Alors, il y a ceux qui le pensent mais qui ne le disent pas. Ah ben non! Puisque le président s'est donné la latitude de dire que le débat se poursuive, au lieu de l'arrêter, les gens se sont exprimés. Au sein de la majorité présidentielle, le PCT a été isolé. Au sein de l'opinion nationale, nous ne sommes pas majoritaires sur cette question. Oui, au moment où le débat commence au PCT, au bureau politique notamment, j'étais seul à la réunion de novembre. À la réunion de décembre, nous étions déjà quelques-uns. Aujourd'hui, j'explique dans cette lettre comment, dans une confusion procédurale, on en est arrivé à donner l'impression qu'une minorité politicienne s'accommode d'une majorité politique, alors que c'est faux, totalement absurde de raisonner de cette manière-là. Alors, ceux qui militent pour un maintien au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso après 2016 accusent aussi régulièrement, vous le savez, la communauté internationale d'ingérence. Le PCT a même inventé le slogan « Touche pas à mon président ». Et vous ne semblez pas vous partager ce type de raisonnement, hein? Je ne partage ni le slogan « Touche pas à mon président », ni le slogan « Touche pas à ma constitution ». Le président de la République, c'est le président de tous les Congolais. C'est le président même de ceux qui ont voté contre lui. Alors, de quel droit ceux qui ont voté contre lui peuvent interdire à ceux qui n'ont pas voté pour lui de se réclamer de sa protection en tant que président de la République?
J'ai dit, ça détruit la convivialité républicaine. De la même manière, ceux qui estiment qu'il ne faut pas toucher à ma Constitution, je l'explique, ont tort. Parce que la Constitution prévoit symboliquement les conditions qui peuvent permettre de la toucher, c'est-à-dire de la réviser. C'est pour ça que je dis, entre ceux-là, c'est une querelle des ethnocraties. C'est une querelle de clans pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir, et ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un débat pour un recadrage positif des institutions, c'est faux. Je n'y crois pas. De toutes les façons, j'attends de voir jusque-là quel est le point précis, parce que je n'ai pas encore. J'ai lu le document de la majorité présidentielle. Point par point, j'ai démontré en bureau politique que c'était absurde. Lorsque, par exemple, et je le dis dans la lettre, on dit la Constitution du 20 janvier concentre tous les pouvoirs entre les mains du président de la République, sans tenir compte de tous les mécanismes de pondération verticaux et horizontaux. Je dis c'est d'autant plus absurde que la définition classique d'un régime de dictature, c'est la concentration des pouvoirs entre les mains d'un individu. Si c'est ça qu'on va servir comme argumentation, ce n'est pas moi qui me mettrai du côté d'une telle démarche. Non, pas du tout. Zachary Boao, c'est intéressant de vous écouter parce que depuis plusieurs mois, l'opposition s'interroge sur la capacité de riposte de l'opposition à cette initiative, à ce projet en tout cas. Et est-ce qu'il faut croire que finalement, l'opposition à ce projet est plus pertinente quand elle vient du sein du pouvoir lui-même? Le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de voir comment le débat se fait dans l'opinion. Il y a une partie de la majorité, la partie la plus importante en termes quantitatifs, qui n'est pas pour la démarche. Il y a une partie de l'opposition, peut-être même l'ensemble de l'opposition qui n'est pas pour. La grande partie de la majorité de la société civile n'est pas pour. Je dis que nous avons donc atteint un seuil critique. Donc arithmétiquement, on devrait clore le débat. On devrait clore le débat. Donc le président de la République devait tirer la conséquence de cette expression populaire pour arrêter ce vrai faux débat, se donner une démarche tendant à recentrer les choses pour dire « Je suis le président de la République, j'ai entendu les uns et les autres, je crois qu'il faut arrêter ce débat et que nous nous accordions maintenant pour aller à l'élection de 2016. En ce qui me concerne, je veillerai à ce que tout ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et nous disposons d'une masse critique. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire qu'en 2016, à l'issue donc, de son dernier mandat, Sassou Nguesso se retire de la présidence. C'est la seule voie de la sagesse qu'il lui reste pour ne pas qu'on assiste à ce qui s'est passé au Burkina ou au Niger. C'est ça la voie de la sagesse que je lui recommande. Et je pense qu'il l'écoutera parce que j'espère qu'il n'a pas encore donné son point de vue définitif, mais qu'il le fera. Maintenant, le reste, comme je l'ai montré, si par extraordinaire, il devrait dire « je vais quand même au référendum », je vais dire que c'est absurde. Pourquoi? Parce que, ce sont les partis politiques qui concourent au suffrage universel, direct ou indirect. D'accord? C'est aussi la société civile, selon les lois telles qu'elles sont organisées dans notre pays, puisqu'on permet même à des individualités de se présenter aux élections. Si vous êtes le président de la République, vous demandez aux partis politiques de s'accorder sur un consensus autour de quelque chose qui n'est pas prévu de la Constitution. Ces partis politiques vous disent non. Donc, il n'y a pas consensus. Et vous, président de la République, vous vous levez, vous dites, comme il n'y a pas consensus, je vais quand même au référendum. C'est absurde. Je ne pense pas que le président de la République pourra se comporter de cette manière-là. Je ne pense pas. Et vous avez dit... Vu surtout les conséquences qui vont découler d'une telle hypothèse, je crois que je l'ai montré sur les 3 hypothèses possibles. À ce moment-là, nous aurons fait la preuve que nous ne sommes pas capables de tenir le pari que nous avons vis-à-vis de notre avenir en préparant une sortie honorable au président de la République qui le mérite, parce que malgré ce qu'on peut lui reprocher, il aura fait ce qu'il aura pu pour ce pays et vous mettez en garde, par anticipation contre ce que vous avez vous désignez comme un coup d'État constitutionnel. Ah ben oui, ça c'est un coup d'État constitutionnel. Ça le sera et ça ne se passera pas dans la paix. Ce n'est pas possible.
On va marquer les pauses dans cette émission. On revient pour la suite et fin de ce débat, de cet entretien exceptionnel avec Charles Zakari Bouao, ancien ministre de la Défense du Congo-Brazzaville. Restez avec nous. À tout de suite. Africa numéro 1, le grand débat. Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le temps des incertitudes au Congo-Brazzaville, nous en parlons avec notre invité Charles Zakari Bouao, ancien ministre de la Défense du Congo-Brazzaville, qui a adressé le 20 janvier dernier une lettre ouverte au chef de l'État congolais dans le cadre de ce débat sur un changement éventuel de la Constitution au Congo-Brazzaville. Dans cette lettre, on peut lire notamment ceci, je cite: « Comme un parti politique dit moderne peut-il ainsi raisonner par l'absurde, estimant avoir politiquement raison à partir d'une démarche juridiquement, donc techniquement infondée ?» Vous parlez évidemment du PCT, le Parti congolais du travail, et vous écrivez encore: « À cette question et à mes autres interpellations, la réponse n'a pas varié. Elle se résume aux propos que voici. Nous ne sommes pas dans la spéculation académique, mais c'est une question éminemment politique, celle du pouvoir à conserver, non plus dans le respect de la Constitution actuelle, mais par une démarche illégale, insolite et inhabituelle. » Alors, Charles Zakari Bouao, à vous lire, finalement, le PCT, enfin, ceux qui soutiennent en tout cas cette démarche, n'ont pas une démarche rationnelle, mais la volonté simplement de conserver le pouvoir. Oui, il n'y a que ça. Rien d'autre que j'ai pu retenir de ce débat, étant entendu que nous reproduisons exactement ce qui s'est passé il y a quelques années lorsqu'il a s'agi de la perestroïka. Ce sont les mêmes camarades qu'on peut appeler des conservateurs hier et qu'on peut appeler des souverainistes aujourd'hui. Il faut dire qu'à l'époque, le PCT était d'obédience marxiste. Marxiste, justement. Qui, hier, avait dit il n'y aura pas de démocratie ici. Nous n'avons pas besoin d'aller au pluralisme. Ils ont même battu campagne sur l'ensemble du territoire national pour dire non au multipartisme. Et puis, les événements se sont accélérés à un rythme tel que nous avons eu du mal à nous accrocher. Jusqu'à ce qu'il y a eu cette conférence nationale, jusqu'à ce qu'il y ait eu des élections, et nous avons perdu. Mais nous avions, en fond historique, l'aura du président de la République qui, dans ce débat, s'était positionné de manière fortement tournée vers l'avenir. Et ça a joué énormément pour que le Congo passe de l'autoritarisme à la démocratie. Et aujourd'hui, je parle de Denis Sassou Nguesso. Oui, non, je veux dire qu'il disait d'ailleurs en privé à cette époque-là, après cette époque justement de la perestroïka, il disait qu'il faut reconnaître que nous avons été vaincus. Bien. Maintenant que, par la faute de ceux qui sont venus au pouvoir après lui, je pense au président Pascal Lissouba, avec tout le respect que j'ai pour la personne, qui n'a pas été à la hauteur des enjeux, le pays a sombré dans la guerre. Et le président Sassou est revenu au pouvoir, au fond, par les armes. Donc, par un coup d'État non classique, mais qui se justifiait par rapport à l'autoritarisme et aux déviations du régime de l'époque. C'est dans ce contexte que nous avons ambitionné pour le pays un projet durable dont la Constitution du 20 janvier est l'expression concentrée. Lisez le discours du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à la clôture du dialogue. Il disait à peu près ceci, s'adressant au cadre que nous sommes. Pour une fois, s'il vous plaît, faites quelque chose qui puisse durer dans le temps, qui puisse mettre le pays à l'abri de la tradition inacceptable de coup d'État, de changement de la Constitution, de consommation à n'en point finir de Constitution. C'était ça l'idée. Et c'est dans cet esprit que nous avons essayé de travailler pour permettre que demain, le pays ne puisse plus vivre la résurgence du refoulé. C'est ce que nous sommes en train de vivre malheureusement. Et sa responsabilité historique est d'arrêter cela. On arrive bientôt à la fin de l'émission, Charles Zakari Bouao. On va parler des scénarios du futur, rapidement d'ailleurs à cette question. Vous apportez une part de réponse déjà dans l'interview que vous avez accordée récemment à nos confrères d'Africasie. Vous avez déclaré ceci: il y a une telle effervescence que l'espace politique congolais va nécessairement se recomposer à l'issue de cette querelle qui prouve clairement que les Congolais n'acceptent pas de chercher leur avenir dans un passé historique fait d'autoritarisme, d'intolérance politique, de sclérose idéologique et de nivellement dans la pauvreté et dans la malgouvernance. Fin de citation.
là, quand même, on sent des accents de réquisitoire. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes toujours membre du PCT? Ben, je suis toujours congolais, toujours membre du PCT et je fais le bilan qui nous a amenés à la conférence. Alors, parlant de recomposition, et je fais le vous parlez de bilan qui nous a recomposition du amené. paysage. Je fais aussi le bilan de la situation qui nous a amenés à la guerre de 97. Et aujourd'hui, je dis, nous avons atteint donc un seuil critique. Vous parlez de la résurgence du refoulé. Est-ce que justement, on peut le constater aujourd'hui, est-ce que les anciennes tares de la société, en quelque sorte, est-ce que ce diagnostic sombre qu'on a pu faire à une époque est en train aujourd'hui de revenir? Est-ce que à nouveau, quand vous suivez le débat entre ceux qui pensent qu'il ne faut pas toucher à la Constitution et ceux qui pensent qu'il ne faut pas toucher au président, c'est là-dedans que je vois la résurgence du refoulé. Mais je pense qu'il s'agit d'une démarche minoritaire qui sera, à mon avis, concentrée sur une sorte de volonté de puissance, comme je le dis. Oui, c'est une démarche minoritaire qui est entérinée par le chef de l'État, par son consentement, disons, on dit, qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent, je pense que le président de la République sur cette question se trompe. Si justement il laisse faire ce débat, il emportera la responsabilité, il aura prouvé au monde entier qu'en réalité il est rattrapé par un passé d'où l'on pensait qu'il était sorti en faisant la preuve de ce qu'il était un homme d'État. Et c'est là où ça va être grave. Et nous autres intellectuels qui l'avons accompagné loyalement, honnêtement, nous vivrons ça comme un échec. Maintenant, connaissons la personnalité du président de la République qui est capable de laisser faire pour permettre aux gens de mesurer eux-mêmes la gravité de ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Je pense qu'il se réservera encore le droit de dire non, on arrête. Dernière question, Charles Zakari Bouarou. Vous parlez donc d'une recomposition du paysage politique congolais dans quelques mois peut-être, après cette querelle, dites-vous. Hein. Oui. Est-ce que vous pensez que cette recomposition pourrait se faire sans heurts? Est-ce qu'on peut éviter une crise majeure encore au Congo? Oui et non. Oui, parce que si tout le monde prend conscience de ce qu'on n'a pas besoin de reproduire le passé, il y a un élan positif qui pourra nous permettre de sauter et d'aller de l'avant. Non, si évidemment, la responsabilité du président de la République est impliquée en intelligence avec son parti politique, eh bien, nous aurons certainement des difficultés qui vont s'offrir à nous, mais quelque chose me fait dire que nous n'avons pas envie de retomber dans les travers du passé et que quelque part, on finira bien par se ressaisir. Je suppose qu'il n'a pas répondu à votre lettre ouverte. J'attends toujours. Je pense qu'il répondra, mais c'est pas à moi qu'il doit répondre. Lui, il est le président de tous les Congolais. Je ne suis qu'un pauvre intellectuel. C'est aux Congolais et au monde qu'il doit répondre. Mais vous attendez quand même une suite à cette lettre. Je continue à espérer. Oui. Je continue à espérer fortement qu'il y aura un ressaisissement. La lettre s'intitule « Je récuse ». Évidemment, oui. On pense forcément au « J'accuse » de Zola. Qui accusez-vous exactement? Le chef de l'État lui-même, son entourage? Je récuse une démarche portée certainement par des gens qui sont autour du président de la République et peut-être au-delà, mais beaucoup plus une démarche que lui, en tant que président de la République, n'a pas le droit de soutenir, n'a pas le droit de consacrer. Parce que, après tout, il est le président de tous les Congolais et il doit incarner l'avenir et non le passé. Vous avez travaillé auprès de Denis Sassou Nguesso pendant plusieurs années. Vous avez été là après la guerre, évidemment. Vous avez assuré des fonctions importantes, ministre de la Défense notamment. Est-ce que vous avez encore confiance au président Denis Sassou Nguesso? J'imagine que... Très brièvement. J'imagine qu'il va se ressaisir. C'est pour ça que j'ai encore un tout petit peu confiance en lui. Un tout petit peu? Oui, parce qu'il a laissé faire ce débat. Si maintenant nous en arrivions à une situation où il décidait par extraordinaire dans la confusion là, d'aller au référendum comme il entend le faire, moi je ne serai pas partant. À ce moment-là, ce sera une rupture stratégique. Merci beaucoup, Charles Zakari Bouarou. Merci d'être venu, ancien ministre de la Défense du Congo-Brazzaville. Merci, vous êtes membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. Merci à Stéphanie Hartmann, chargée de production. Merci à Hélène Bizio qui réalise ces émissions. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission en podcast dès demain
sur notre site africa1.com à la rubrique Le Grand Débat. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez grand soin de la beauté des choses. On y est arrivé quand même. Africa. Retrouvez le Grand Débat 24h sur 24 en podcast sur le site www.africa1.com. Rubrique Le Grand Débat.